Salut à tous les amis, ici Jack de Prélude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se rend à Viñales à Cuba. Après une vidéo tournée à La Havane il y a quelques semaines, nous allons nous rendre aujourd'hui dans la partie occidentale de l'île. Mais avant de commencer, je souhaite vous rappeler que nous allons nous rendre à Cuba pour un workshop photo pour la seconde année consécutive en février 2025 et que les inscriptions restent ouvertes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un œil au programme de ce voyage qui est disponible sur notre site. Vous pouvez retrouver tous les liens en description de cette vidéo. La vidéo du jour, comme vous allez le voir, se distingue de toutes celles que nous avons réalisées jusqu'à présent dans notre série Travaille la scène. En effet, nous allons aujourd'hui nous éloigner un petit peu de la photographie de rue, même si nous allons l'aborder, mais nous allons tâcher d'explorer d'autres genres comme la photographie documentaire, le portrait, qui sont des aires de la photographie très denses et que nous sommes tous amenés un jour ou l'autre à pratiquer dans notre quotidien. Nous allons voir comment les concepts, comment les ressorts narratifs de ces genres photographiques peuvent nous aider à repousser nos limites. La vallée de Viñales, située dans la province de Pinar del Río, à Cuba, dans la partie occidentale de l'île, émerveille dès l'arrivée par la route. En venant ici, on a l'impression de voyager non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Ces formations géologiques uniques, appelées mogotes, évoquent des décors à la Jurassic Park. Ce n'est pas un hasard, car cette région abrite des roches qui témoignent de l'évolution géologique depuis l'époque des dinosaures, et on y trouve de nombreux gisements de fossiles. Le vert profond de la végétation, la terre rouge, la lumière chaude unique et la population locale font de ce havre de la culture biologique une destination incontournable. Dans le cadre de notre workshop photo, nous avons choisi de venir à Viñales non seulement pour la beauté exubérante de ces paysages, mais aussi parce que c'est un lieu où certaines pratiques agricoles traditionnelles sont encore préservées. On y cultive des fruits, des légumes, du café et surtout du tabac, la principale activité de la province de Pinar del Río qui en fait sa réputation. Et nous sommes ici pour découvrir comment, surtout par qui, cette feuille est cultivée. C'est elle qui donne naissance au célèbre cigare de la Havane, un véritable emblème de Cuba. La photographie documentaire est un langage photographique particulier. En tant que genre, elle possède une manière spécifique de capturer des images et de communiquer avec elles. Ce que l'on veut partager avec vous, c'est comment intégrer cette approche à votre pratique, ainsi que lorsque vous souhaitez raconter une histoire visuelle, et notamment dans un territoire particulier, comme cela peut être le cas à Viñales. Et attention, quand je parle de territoire, je ne parle pas seulement de paysage, mais je parle avant tout de l'interaction entre un lieu et les personnes qui l'habitent, les coutumes de ces personnes, leur culture, leur mode de vie. Alors c'est quoi au juste la photographie documentaire ? On pourrait la définir de plusieurs façons, mais principalement, celle-ci naît de l'intention de capturer la réalité en une image fixe. Ce qui la rend unique, c'est sa capacité à raconter un moment réel en image. C'est un aspect que nous explorons largement, notamment dans nos formations. La narration visuelle, c'est ça, raconter une histoire à travers plusieurs images. Et pour bien le faire, il faut savoir condenser l'essentiel des informations et des symboles dans chaque image, afin de communiquer concrètement la réalité que nous souhaitons exprimer. Le mot narration, lui, vient du monde littéraire, où les mots construisent des histoires. Les photographes documentaires, eux, de manière analogue, font sensiblement la même chose, mais avec des images. C'est notamment pour cela qu'on applique souvent des concepts littéraires à la photographie, une idée que nous allons aborder davantage en détail. Quand on évoque la notion d'information dans nos images, il faut prendre en compte plusieurs éléments. Tout d'abord le lieu, donner une idée de l'espace, de la géographie. Ensuite, il faut des indices qui montrent le temps, l'époque, le moment historique. Et bien sûr, il faut capturer ce qu'on est venu montrer, comme ici la production de tabac. Et surtout, qui sont les personnages de notre histoire. Le but n'est pas tant de tout photographier de manière littérale que d'intégrer ces éléments dans notre récit visuel de manière à enrichir l'ensemble. Enfin, une bonne narration visuelle, c'est aussi une question de rythme. Trouver le bon tempo pour passer d'une image à l'autre, c'est ce qui va captiver votre audience et l'immerger dans votre histoire. Un rythme bien géré rend la lecture de vos images fluide et transmet votre message de manière percutante, efficace. Loin de l'agitation des villes, ici à Viñales, le temps semble ralentir. Et nous avec lui. Ici, on prend le temps d'écouter, d'observer, et ça crée une connexion avec les gens. Les personnes que nous rencontrons sur leur lieu de travail ou chez eux nous ouvrent une fenêtre sur leur quotidien, sur leur histoire, sur ce qu'ils sont. Et c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui nous allons parler de portrait.
Un portrait, on le sait, c'est la représentation d'une personne, et dans notre cas, en tant que photographe, nous produisons cette représentation à travers une image, à travers une photographie. Nous considérons que faire un portrait est un vrai défi, car au-delà des aspects techniques, faire le portrait de quelqu'un, c'est montrer non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur d'une personne. C'est révéler quelque chose de sa manière d'être, de son identité, de son âme, diront certains. Lorsque nous parlons de portrait, nous parlons d'un type de photographie qui, contrairement à la photographie de rue que nous avons montrée dans d'autres vidéos, implique une approche de la personne à photographier. Dans le meilleur des cas, un accord et probablement un dialogue. En bref, il s'agit de devenir visible en tant que photographe, car un portrait est généré dans l'interaction entre le photographe et son sujet. Techniquement, le cadrage est crucial, car de celui-ci découle la révélation d'une partie de l'identité et de l'histoire de la personne représentée. Le regard est très important, et comme au cinéma, un très gros plan sur les yeux capte une émotion, alors qu'un plan plus ouvert permet de mettre en valeur le visage et les gestes, tandis qu'un plan plus large, comme le fameux plan américain ou le plan de plein pied, situe la personne dans son contexte, renforce là aussi son identité. Dans une série, c'est cet équilibre entre les plans qui donne de la dynamique à l'ensemble. L'autre élément à prendre en compte est le point de vue. Le point de vue à partir duquel nous photographions, c'est-à-dire la place, la position que nous occupons par rapport à la personne photographiée. Ce point est important, car être photographié, c'est être regardé. Et selon l'endroit d'où l'on regarde, on peut transmettre différentes sensations et influencer différentes interprétations chez le spectateur. Un angle normal, à hauteur des yeux, crée une relation d'égal à égal. Un angle en plongée peut dégager quant à lui une impression d'infériorité, d'une certaine vulnérabilité. C'est un angle qui convient notamment d'utiliser avec précaution lorsque nous photographions des enfants. Tandis qu'une photo prise en contre-plongée, donc du bas vers le haut, donnera en revanche une impression de puissance. C'est un plan qui est souvent utilisé notamment par les personnalités politiques d'un certain statut social qui veulent communiquer sur leur personne, pour souligner, mettre en valeur le pouvoir, une certaine position ou l'importance de leur silhouette. Ensuite, il convient de discuter du choix de l'objectif. Habitué dans notre cas au 23 mm, un équivalent 35 pour nos clichés de rue ou de scène, notre plus fidèle compagnon pour un 56 mm, qui est un équivalent à peu près à un 85 mm en plein format. C'est l'optique par excellence en portrait, car elle donne une image proche de la réalité et manœuvre en général une profondeur de champ courte, offrant un joli flou d'arrière-plan à même de mettre en valeur notre sujet tout en éliminant toute distraction possible. Attention, il est parfaitement possible, bien entendu, de réaliser des portraits de qualité avec des objectifs grand angle, mais prenez en compte que ceux-ci auront tendance à déformer quelque peu l'image, tout en offrant, il est vrai, davantage d'informations sur le contexte. Donc tout dépend, là encore, de votre intention. Au-delà du choix de l'optique, l'un des éléments cruciaux en photographie, c'est bien sûr la lumière. La plupart du temps, nous travaillons avec la lumière naturelle en ce qui nous concerne, celle qui nous entoure, qui est façonnée par l'environnement. Savoir repérer ces sources lumineuses est un atout précieux. Par exemple, identifier les fenêtres, les portes ou même les rayons de lumière qui traversent les arbres ou se faufilent entre les objets peut transformer une simple photo en un portrait riche et expressif. Utiliser le contre-jour, par exemple, peut apporter une dimension unique à nos images. Cependant, il nous arrive parfois d'aller plus loin en utilisant des accessoires pour manipuler la lumière à notre avantage, bien que cela soit plus rare. Par exemple, dans cette scène où l'on peut voir une dame à sa fenêtre, nous avons utilisé à certains moments un réflecteur pour diriger les rayons du soleil directement sur son visage, ce qui a créé une luminosité douce, naturelle, presque dorée. Dans une autre situation, très tôt le matin, nous avons rencontré un homme en train de tisser à la main des balais en feuilles de palmier. La lumière naturelle étant insuffisante à cette heure-là, nous avons utilisé un tube de lumière pour compenser le manque de clarté. Cela a non seulement éclairé le sujet, mais aussi enrichi l'ambiance de la photo en renforçant les contrastes et en accentuant la sensation de volume, donnant ainsi plus de profondeur et d'impact visuel à notre image. En intégrant ces techniques et en utilisant des accessoires de manière stratégique, nous pouvons vraiment jouer avec la lumière pour sublimer nos portraits et raconter des histoires plus captivantes à travers nos images. Enfin, la réussite d'un bon portrait dépend bien entendu de la distance. Comme nous l'avons mentionné précédemment, celle-ci est liée non seulement à l'objectif utilisé,
et à l'effet qu'il produit, mais surtout à notre proximité avec la personne photographiée, ainsi qu'à l'intimité que nous parvenons à établir avec elle. Cette proximité doit se ressentir dans nos images. Pour cela, il est essentiel de créer un lien respectueux avec le sujet, en demandant l'autorisation, en engageant une conversation authentique, en manifestant un véritable intérêt. Un portrait réussi est ainsi le résultat d'un travail préalable, souvent non photographique, qui prépare le terrain pour que la personne se sente à l'aise et s'ouvre davantage devant l'objectif. Ce sont ces interactions qui permettent à la personne de se dévoiler un peu plus, offrant ainsi des portraits plus profonds, plus sincères. Parlons maintenant d'un défi, raconter une histoire en 3 images, un exercice idéal pour pratiquer notre aptitude à utiliser les différents ressorts de la narration visuelle. Pourquoi 3, me direz-vous ? Eh bien justement pour être plus sélectif, pour éviter la répétition, tout en maintenant la cohérence de ce que nous voulons raconter. À l'ère du numérique, on a tous tendance à mitrailler. Mais ici, on vous invite à ralentir, à choisir vos images avec soin, à capter l'essentiel, à pousser à l'introspection avant et après avoir appuyé sur le déclencheur. On vous invite donc d'une certaine manière à produire moins d'images, mais également à réfléchir davantage au récit que vous voulez produire avec elles. Cela souligne, je pense, l'importance de notre capacité à réfléchir avant de déclencher l'appareil. Certes, il est essentiel de rester réactif et de faire confiance à son intuition, ce que nous encourageons toujours. Cependant, prendre un moment pour se poser les bonnes questions peut faire toute la différence. Qu'est-ce que je veux raconter ? Pourquoi suis-je attiré par cette scène ou cette personne en particulier ? Ce sont le type d'interrogations qui nous aident à affiner notre approche. Ainsi, nos photos ne se contentent pas d'être esthétiquement plaisantes, mais véhiculent aussi des éléments narratifs et informatifs essentiels, tels que le contexte, l'époque, la situation particulière du sujet, et la relation ou la tension entre ces éléments. Ainsi, plus nous réussirons à condenser dans une image les éléments essentiels à la compréhension de notre propos, et plus nous excellerons dans cet exercice. L'objectif étant, dans le cadre d'une pratique documentaire de la photographie, de structurer votre narration visuelle en 3 étapes. Tout d'abord, définir le contexte général avec une vue d'ensemble. Ensuite, se concentrer sur le sujet principal en mettant en avant l'élément central de votre histoire. Et enfin, réaliser un gros plan sur un détail significatif qui ajoutera profondeur et intimité à la narration que vous souhaitez développer. Mais faut-il vraiment raconter n'importe quelle histoire en seulement 3 images ? Peut-être pas, mais le défi en vaut la peine. Ça nous pousse à réfléchir différemment, à penser à l'avance et après la prise de vue. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre plein de photos, expérimenter différentes approches sur une scène. Au contraire, quand on sent qu'une scène a du potentiel, c'est le moment de bouger, de tester, de shooter, jusqu'à ce qu'on obtienne ce que l'on veut, de travailler la scène. Mais ici, on parle d'un exercice qui va au-delà du simple clic sur l'appareil. C'est aussi un moyen d'affiner notre instinct, de repérer plus efficacement ce qui mérite vraiment d'être capturé, plutôt que de se disperser sur des sujets qui ne racontent pas vraiment ce que l'on souhaite partager à travers nos images. Comme ce matin-là, par exemple, où nous avons visité un lieu en espérant rencontrer un artisan du charbon de bois. Bien qu'il ait été malade ce jour-là, il nous a mis en contact avec son cousin qui le remplaçait. Grâce à lui, nous avons découvert de première main le processus de fabrication artisanale du charbon de bois naturel, sans produits chimiques ni additifs. Le procédé consiste à empiler du bois coupé, à le recouvrir d'herbe et de terre, puis à allumer un feu à l'intérieur, qu'il faut maintenir pendant plusieurs jours pour que le bois brûle correctement. Ensuite, on laisse le tout reposer avant de récupérer le charbon de bois. Ce travail requiert patience, maîtrise de la combustion et des conditions climatiques favorables. Bien que nous n'ayons pas pu suivre tout le processus sur plusieurs jours, cette expérience, bien que courte, nous a permis de capturer quelques photos intéressantes, grâce à la lumière, la fumée et bien sûr au protagoniste de notre série qui a généreusement partagé son savoir-faire avec nous. La ville de Vignales est constituée de maisons de plein pied, à l'influence coloniale et très colorée. Impossible de résister à la tentation de flâner dans ces rues et de nous prêter à l'exercice bien connu pour nous de la photographie de rue.
C'est pour cela que nous avons fait plusieurs sessions dans la ville, ainsi qu'à La Palma, une petite bourgade qui se trouve à une demi-heure de route de Vignales et qui est très éloignée des circuits touristiques, peut-être même plus authentique pourrait-on dire. On est souvent habitué à associer ce style de photo aux grandes villes, avec leurs rues bondées, leurs gratte-ciel imposants, leurs moments capturés à la volée. Mais la photographie de rue en milieu rural peut être tout aussi fascinante. Dans les régions suburbaines et rurales, même si le rythme est plus détendu et les grands bâtiments sont absents, il se passe des choses tout aussi intéressantes qu'en ville. L'environnement est différent, c'est sûr, mais c'est justement ce qui le rend unique et original. Les rues y sont plus calmes, avec moins de bruit, moins de circulation automobile et piétonne. Et ça, c'est une opportunité en or pour un photographe. Alors oui, c'est vrai, les occasions de prendre des photos de rue en milieu rural peuvent sembler moins nombreuses qu'en ville. Mais ne vous y trompez pas, elles sont tout aussi riches en éléments de composition. Il suffit d'avoir un autre regard, une autre mentalité. On doit apprendre à capter les détails qui font la beauté de ces lieux plus tranquilles. C'est une autre approche, mais elle est tout aussi passionnante. Ce qui est génial dans la photographie de rue à la campagne, c'est le contraste entre les couleurs vives de la vie quotidienne et le vert dominant de la nature environnante. C'est un équilibre qui donne un charme particulier au cliché. Le secret, c'est d'être attentif aux scènes de vie, même les plus simples. Que ce soit au cœur d'une métropole ou dans un petit village isolé, l'ordinaire peut devenir extraordinaire si on sait où regarder. Et n'oubliez pas, les éléments qu'on trouve en ville, dans les grandes métropoles, les transports, le bitume, les panneaux de signalisation, c'est des éléments qui sont aussi présents en milieu rural et qui peuvent être des sujets incroyables à photographier. Bref, la photographie de rue, elle ne se limite pas aux grandes villes comme vous le comprendrez. Elle trouve sa place partout, pour peu qu'on ouvre l'œil et qu'on soit prêt à capturer l'essence de chaque lieu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par Cuba, je ne cesserai de le répéter, mais on a un super workshop qui se présente en février de l'année prochaine. Alors n'hésitez pas à jeter un œil au programme. Dans la description, on vous met tous les liens. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.